Pourquoi une stimulation ne répond pas? Les 3 principales raisons. Bonjour, je suis Virginie Terrier, je suis la cofondatrice de Fertiline. Bonjour, je suis Alva Grundmann et je suis la cofondatrice de Fertiline. Dans cette vidéo, nous allons parler des 3 principales raisons du pourquoi une stimulation ne répond pas. Nous parlerons donc du manque de ressources, des déviations hormonales et aussi de l'exaspération d'un déséquilibre. Le premier élément est le manque de ressources. Comme vous le savez, une stimulation est extra-physiologique, c'est-à-dire qu'elle va nous demander des ressources beaucoup plus importantes que notre physiologie de base. En réalité, la différence entre un cycle naturel et un cycle stimulé, sur lequel on va vouloir avoir plus d'une dizaine d'ovocytes, alors que sur un cycle naturel, on en voudra seulement 1 ou 2 grand maximum, eh bien c'est la même différence que si vous allez marcher 5 km ou si vous allez courir un marathon. Vous vous rendez bien compte que ça ne demande pas du tout le même niveau de compétences ni le même niveau de ressources. Ainsi, il est possible que vos ressources soient bonnes sur un cycle naturel, c'est-à-dire que vos résultats hormonaux soient tout à fait OK et que ces ressources ne soient pas suffisantes pour obtenir des résultats sur une stimulation au moment où votre corps doit du coup monter la pression pour obtenir plus d'ovocytes. Donc de quoi parle-t-on quand on parle de ressources? Eh bien, on parle principalement des ressources nécessaires à une bonne production hormonale, notamment les vitamines liposolubles et les graisses. Si vous avez par exemple une masse grasse qui est relativement basse, eh bien il sera important, afin de préparer votre stimulation, d'augmenter la quantité de graisse que vous allez consommer au quotidien, puisque vous ne le savez peut-être pas, mais la majorité des hormones sont dépendantes de la quantité de graisse corporelle, mais aussi de la quantité de graisse consommée. Je ne vous parle pas de n'importe quelle graisse, je vous parle bien évidemment plutôt des bonnes graisses, c'est-à-dire des oméga 3, mais aussi de certaines graisses qu'on aurait tendance à catégoriser comme mauvaises graisses, comme par exemple le cholestérol, parce que le cholestérol est un de nos principaux précurseurs hormonaux. Et les vitamines liposolubles, à quoi servent-elles exactement? Elles servent à synchroniser nos systèmes, elles servent à synchroniser le système hypothalamo-hypophysaire avec le système ovarien et à créer de l'harmonie entre ces différents systèmes. Et donc si on a un manque de ressources au niveau de ces vitamines, si on a un manque de ressources au niveau des graisses, eh bien on cumule des facteurs de mauvaise réponse à une stimulation. Donc avant d'aller sur une stimulation, si vous avez déjà eu une mauvaise réponse en stimulation, assurez-vous sur la prochaine FIV ou sur la prochaine stimulation d'avoir les ressources nécessaires en termes de graisse, de vitamines liposolubles. Il y a d'autres ressources qui sont importantes aussi, ce sont toutes celles qui stabilisent l'ADN, donc par exemple la B9, la B12, le zinc, le sélénium, le coenzyme Q10. Il y a énormément de ressources qui sont aussi essentielles. Bien évidemment, quand nous, on accompagne des couples, des femmes dans nos programmes, eh bien, on va s'assurer que toutes les ressources soient là avant d'aller sur une étape de stimulation. Mais si vous n'êtes pas encore accompagné par nos équipes, eh bien, il faut vraiment vous-même vous assurer que toutes les ressources nécessaires soient là disponibles. La deuxième raison d'une mauvaise réponse à une stimulation et qui est, elle, relativement moins connue, c'est un phénomène qu'on appelle les déviations hormonales. Il faut comprendre que la réponse à une stimulation va dépendre de votre capacité et surtout de la capacité de vos ovaires et plus particulièrement de vos follicules à produire des œstrogènes. Et cette production d'œstrogènes, elle ne dépend pas que de votre ovaire, elle dépend de votre contexte général et de l'état d'énergie de chacun de vos organes. Le système reproducteur, lors d'une FIV, va mobiliser une quantité importante d'énergie et de ressources pour justement produire autant d'ovocytes. S'il est le seul système à utiliser des ressources, tout va bien, vous allez avoir des ressources. Par contre, si d'autres systèmes utilisent massivement des ressources, là, il va y avoir un problème de compétition et de déviation, car le système reproducteur n'est pas un système prioritaire dans notre corps. Par exemple, dans un état de stress chronique, vous allez vous mettre à produire au niveau de vos glandes surrénales une hormone particulière qui s'appelle le cortisol. Vous pouvez produire du cortisol, mais vous pouvez produire aussi d'autres hormones qui vont être des hormones typiques du stress chronique et typiques aussi des états de survie. Eh bien, ces hormones-là vont utiliser les mêmes précurseurs, les mêmes molécules de base que vos oestrogènes et que votre progestérone. Ainsi, vous imaginez que vous avez tout un sac comme ça de molécules de base pour tout produire. Et si tout ce sac est utilisé pour produire les hormones de survie, eh bien vous allez être en manque de ressources.
pour vos hormones ovariennes. Et donc au moment où la stimulation va commencer, eh bien, vous allez vous apercevoir que la réponse n'est pas bonne, puisque vous avez un autre système qui utilise toutes les ressources dont vous avez besoin pour que votre stimulation marche. La troisième raison, c'est l'exaspération d'un déséquilibre qui était déjà présent. Parfois, on entend des femmes dire « mais au moment où j'ai eu ma stimulation, j'ai l'impression que tout mon corps s'est déréglé, j'ai l'impression que le fait d'avoir une stimulation a vraiment créé tellement de problèmes, à bloquer mes ovaires, à effondrer mon AMH. » Oui, on peut avoir des conséquences sur une stimulation. Est-ce que c'est la stimulation qui est en cause? Pas forcément. La stimulation, c'est juste un modulateur qui va monter très fort le son d'un système. C'est comme si vous passez du volume 1 au volume 150 d'un coup. Et seulement un système qui est déséquilibré, quand on monte le son, eh bien, on entend les problèmes. Ça, c'est une certitude. Est-ce que ça veut dire que la PMA a créé le problème ou que la stimulation a créé le problème? Non, mais elle l'a amplifié. Ça, c'est évident. Raison pour laquelle, quand vous êtes dans un protocole de PMA et quand vous avez une mauvaise réponse à une stimulation, il faut absolument se servir de tous les éléments qui ont été mesurés pendant la stimulation pour comprendre et observer quel est le système de fond qui dysfonctionne, qui fait des petits bruits dysfonctionnels comme ça et dont le son a explosé quand on a justement augmenté le volume avec la PMA. Et par exemple, on pourra adapter les choses, voir si effectivement le traitement était peut-être trop dosé par rapport à la capacité ovarienne, puisque si justement le travail des ovaires est déjà ralenti, si on est face à un contexte ovarien qui est déjà fatigué, parfois une stimulation trop haute peut vraiment créer un blackout, c'est-à-dire que les ovaires ne vont plus répondre alors qu'ils répondraient à une stimulation beaucoup plus basse. Dans ce cas, il faudra discuter avec le médecin peut-être de changer de protocole. Également, lors d'une stimulation, on peut avoir une très mauvaise réponse avec de nombreux follicules mais qui ne maturent pas. Et cela peut révéler des problématiques d'inflammation de fond du contexte ovarien qui ne sont pas traitées parce qu'elles n'étaient pas visibles et probablement qui ne seront jamais traitées si on ne met pas le doigt dessus et qu'on ne va pas chercher justement le fond du problème. Dites-vous toujours, au moment où vous avez un échec sur une stimulation, au moment où vous vivez une stimulation qui ne se passe pas bien, qui ne répond pas, bien évidemment, on peut avoir une sensation un petit peu de désespoir en se disant mais même si j'arrive pas à répondre à la stimulation, comment je vais réussir à avoir un enfant? Mais on peut aussi se faire accompagner, interpréter tous les éléments et mettre en place des actions spécifiques qui vont permettre d'avoir une meilleure réponse sur la prochaine stimulation. Et ça, c'est ce qu'on fait au quotidien avec les couples qu'on accompagne. Lorsqu'on a des échecs de stimulation, des mauvaises réponses à une stimulation, on va reprendre l'intégralité des éléments, l'évolution justement des taux d'hormones, la croissance des follicules, tout ce qui s'est passé pendant la stimulation. On va observer, on va essayer de comprendre le contexte, on va aller chercher des marqueurs de dysfonctionnement, on va observer quel dysfonctionnement s'est aggravé au moment où on a stimulé. Et dans ce cas, l'objectif n'est pas d'incriminer le traitement de PMA, puisqu'encore une fois, le traitement de PMA, c'est juste un révélateur d'un déséquilibre qui était déjà présent. Et du coup, changer de traitement va permettre parfois de moduler un petit peu les choses, mais si vous voulez avoir une action vraiment complète et profonde, eh bien il va falloir aller s'occuper des déséquilibres de fond. Et ça demande une expertise et une observation de qui vous êtes, quel est votre profil, pourquoi vous répondez comme ci ou comme ça à tel traitement. Et Virginie, est-ce que tu as des conseils sur des attitudes clés pour préparer sa stimulation? Oui, il y a des choses classiques en fait. Déjà, je parlais de la consommation des graisses, de l'attention qu'on doit apporter aux vitamines liposolubles, de l'attention qu'on doit apporter au contexte de stress aussi, de sommeil, parce que je vous parlais du cortisol, mais le cortisol, il est très influencé par le stress chronique et puis par le manque de sommeil. Donc déjà, de s'assurer qu'on ait amélioré au maximum sa situation de stress, peut-être en prenant du magnésium, en faisant des méditations, de la cohérence cardiaque, des étirements aussi, pourquoi pas, ça aide à réguler le système nerveux de stress. Également de s'assurer qu'on a un temps de sommeil suffisant, ce qui évitera qu'on ait un excès en fait de cortisol ou de grosses variations du cortisol. Donc il y a déjà quelques attitudes qui sont relativement simples en fait à mettre en place, sont appropriées à tout le monde dans tous les contextes. Exact, ça c'est général. Et ensuite, il y a des attitudes spécifiques. Et les attitudes spécifiques sont souvent celles qui vont avoir le plus de résultats. Par contre, pour mettre en place des attitudes spécifiques, il faut connaître votre profil. Et les profils ne sont pas forcément les mêmes d'une personne à une autre. Une mauvaise réponse à une stimulation,
c'est pas forcément une insuffisance ovarienne. On peut avoir ça dans un SOPK, on peut avoir ça dans une endométriose. On doit comprendre vraiment le contexte total et c'est ça qui va donner l'impulsion pour mettre en place des actions spécifiques et efficaces. Et d'ailleurs, à ce sujet, nous vous proposons d'aller voir notre vidéo qui s'appelle « Comment réussir lorsque la PMA ne suffit pas ». Vous y trouverez des conseils et des attitudes adaptées qui pourront déjà être des premières étapes. Et si vous avez besoin d'aller plus loin, nos équipes sont là pour vous aider. Vous avez aimé cette vidéo? N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions sur comment nos solutions peuvent vous accompagner, eh bien n'hésitez pas à réserver un bilan de situation et une de nos ambassadrices se fera un plaisir de vous répondre.